Une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Elle faisait croire que des racailles, je cite, avaient volé les affaires d'athlètes australiens. Le souci, c'est que la vidéo n'a pas été prise à Paris, mais en Belgique, à Bruxelles. Vincent Flibustier, des vidéos comme celle-ci à l'occasion des Jeux Olympiques, vous en avez déjà repéré quelques-unes, des fausses informations ? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a une vague, de fausses vidéos. Il y en a encore une ce matin d'une attribuée faussement à la BBC. Donc en fait, on récupère vraiment les codes de ces petites vidéos courtes d'une minute qu'on verrait sur les réseaux sociaux. On a des personnes. Bien souvent, on arrive à les identifier plus ou moins venant de Russie, même si c'est pas toujours le cas, qui vont reprendre tous les codes visuels. Et donc, on a l'impression qu'il s'agit là, ce matin, c'était une vidéo de la BBC expliquant que les athlètes britanniques auraient fait venir des lits, ne voulant pas se coucher sous les lits en carton. Et c'est relativement crédible. En plus, ça joue sur un fait d'actualité. Ça joue en fait sur tout ce qui est biais de confirmation. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on a envie d'y croire. Ça nous semble relativement crédible. On a le logo de la BBC et donc à ce moment-là, moi je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus avec tout ce qui est deepfake, intelligence artificielle, etc., le seul truc qu'il faut pouvoir se dire, c'est de ne plus se fier à ce qu'on voit ni à ce qu'on entend, mais essayer toujours de remonter à la source. Et donc c'est-à-dire à ce moment-là, certes on n'a plus l'habitude sur les réseaux sociaux, mais c'est prendre 3 minutes pour aller sur le compte de la BBC et voir s'ils ont posté cette vidéo ou pas, tout simplement. C'est pareil sur la vidéo, une vidéo ici partagée par un élu RN, Julien Audoul, montrant soi-disant un combattant du Hamas menaçant les Jeux Olympiques. Bon, ici c'est beaucoup plus compliqué d'aller trouver les comptes officiels du Hamas parce qu'ils vont plus communiquer via des comptes Telegram ou autres. Mais encore une fois, les experts et les personnes qui savent un petit peu chercher à ce niveau-là ont vu que le Hamas n'a pas publié cette vidéo. Et donc je pense qu'il faut vraiment revenir à ça aujourd'hui. Et on n'a plus l'habitude parce qu'on est dans un moment où on réagit directement sans prendre le temps de vérifier. Mais c'est la seule chose qui peut, à mon sens, nous sauver parce qu'on n'empêchera jamais quelqu'un de publier ce genre de vidéo, malheureusement. Carole Grimaud, vous avez entendu à l'instant Vincent Flibustier qui disait qu'une grande partie de ces fausses informations venaient de Russie. Pourquoi la Russie semble-t-elle autant s'intéresser aux Jeux Olympiques de Paris, même si ces fausses informations, ça fait déjà quelques temps qu'on en reçoit, qu'on en a sur les réseaux sociaux? Oui, alors merci pour votre invitation. Je suis chercheur en sciences de l'information et je travaille justement sur les informations, la perception des informations dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le point important que je voudrais souligner par rapport à ce que Vincent vient de dire, c'est que mes travaux montrent que la condition, l'état d'incertitude dans lequel les personnes peuvent se trouver au moment de la réception de la fausse information rend les personnes beaucoup plus vulnérables à ces influences et à cette désinformation. Donc là, on le voit dans ces cas, dans le cas des Jeux Olympiques ou dans le cas d'autres faits où il y a déjà une incertitude qui est posée sur certains points. La désinformation qui va porter sur ces points d'incertitude va impacter, va toucher des personnes déjà incertaines et le doute va se mettre en place. Donc c'est tout un système cognitif qui se met en place après la perception d'une fausse information dans le cas d'une incertitude qui peut aboutir sur le doute et le doute peut avec le temps transformer les représentations des personnes. Donc voilà tout le processus de l'impact d'une désinformation. Elle peut sembler anodine parfois, elles peuvent sembler peu dangereuses, mais avec le temps et avec la répétition de ces désinformations-là, sur l'impact sur la cognition du récepteur est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, bien évidemment. Donc la Russie, pour lequel la Russie, effectivement, alors il n'y a pas que les Jeux Olympiques, Bien sûr. Il y a d'autres opérations qui ont été menées et qui ont été attribuées à la Russie, notamment ces étoiles de David peintes sur les murs de Paris, qui a été suivie peu de temps après par des mains rouges, vous vous souvenez, peintes sur le monument, le mémorial de la Shoah. Donc ce sont c'est une répétition d'images qui va consolider finalement le cycle du traitement de l'information chez les personnes, chez les cognitions même des personnes. Donc le fait que ces deux opérations se soient passées à quelques mois d'écart vient renforcer le doute qui se serait installé chez certaines. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est, bien sûr,
ce n'est pas simplement faire de la désinformation pour la désinformation, mais il y a un but derrière tout cela, il y a une stratégie. Et puis aussi sur la responsabilité des réseaux sociaux, notamment pour lutter contre l'intelligence artificielle, les deepfakes notamment. Par rapport au fait que, on va dire, la parole gouvernementale ou la parole médiatique traditionnelle n'aide pas toujours dans la confiance des citoyens. Là, je suis complètement d'accord, et je pense que la désinformation, le complotisme est bien trop souvent vu comme une maladie, alors que pour moi c'est plutôt le symptôme de la maladie plus profonde, qui est le manque de confiance. Et c'est comme dans un couple, la confiance ça met très longtemps à s'acquérir et ça se perd très très vite. Donc voilà, il y a aussi un pilier de ce côté-là à retravailler. Sur l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, on a maintenant certains réseaux comme Facebook ou Instagram, donc du côté de Meta, qui demandent aux gens d'indiquer quand leur contenu a été créé avec de l'IA, sur TikTok également. Ça n'empêche pas de pouvoir passer entre les mailles du filet. C'est très compliqué, parce qu'en fait, on est toujours sur un côté, si on veut pouvoir demander aux réseaux sociaux de contrôler plus l'information, ça leur donne un contrôle sur nos démocraties, d'une manière relativement opaque, qui va aussi nourrir une forme de complotisme et de défiance du fait que on nous censure, on nous contrôle, etc. Donc c'est compliqué. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pas la meilleure des voies, je pense, même si évidemment parfois il faut bien qu'il y ait des limites à la liberté d'expression. Je pense qu'il faut y arriver en dernier recours, et en tout cas vraiment en dernier recours. Ça doit pas être la première solution. Malheureusement, je trouve que dans les pouvoirs publics, c'est la première chose sur laquelle ils viennent, en expliquant souvent que l'éducation ça prend très longtemps, mais ça fait 10 ans que j'entends ça. Donc et déjà d'autres gens bien avant. Et par rapport à ce que Carole disait juste avant, personnellement, moi qui vais aussi beaucoup dans les écoles et les universités et autres, je suis aussi assez confiant de la jeunesse. Ce qui m'inquiète plus, c'est les personnes les plus âgées. Peut-être que Carole confirmera ou contredira, j'en sais rien, mais dans tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, il me semble que les personnes les plus impactées sont les personnes les plus âgées, qui sont pas nées avec Internet, et qui ont pas l'habitude de douter. Et juste pour terminer là-dessus, moi j'ai souvent l'impression, je caricature évidemment, mais que chez les plus jeunes, il y a le côté, certes ils sont assez crédules, mais ils savent que tout peut être faux, et donc ils ont un petit peu plus de recul. Chez les plus âgés, si c'est sur Internet, c'est vrai. Et chez les plus jeunes, il y a un autre danger, qui est aussi un autre poison, c'est le côté, oui, mais de toute façon, tout peut être faux. Et donc, c'est-à-dire que face à des véritables images de massacre en Ukraine, ils vont dire, ah oui, mais c'est peut-être faux. Et donc là aussi, il y a un vrai problème. Si vous doutez de tout, si vous doutez de rien, c'est un problème. Si vous doutez de tout, c'est un autre problème qui est... J'ai travaillé avec les jeunes, avec les étudiants notamment, mais là, cette année, je commence effectivement à voir que les personnes plus âgées sont peut-être beaucoup plus vulnérables, mais ce sont les jeunes qui les éduquent. Il y a ce lien générationnel qui fait que les jeunes éduqués conseillent et éduquent les plus âgés dans cette lutte contre la désinformation. On leur demande des conseils en leur disant « Oh, mais fais attention », etc. Donc là aussi, ça crée l'échange intergénérationnel aussi. Voilà, tout à fait. Alors je l'observe dans mes recherches, c'est le lien intergénérationnel. Donc ça, c'est très très positif. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, comme notre auditeur l'a souligné tout à l'heure, il y a ce paradoxe qui est de préserver notre démocratie, préserver nos démocraties avec l'accès Internet, l'accès au site Internet, bien évidemment. Quel est le but de ces ingérences étrangères ? C'est de continuer à creuser une méfiance envers les autorités, un manque de confiance envers les autorités. Et que veut faire donc, c'est le but de ces stratégies, c'est justement de poser nos démocraties comme n'en étant plus. Donc il faut garder, d'entrer dans cette peut-être dans ce qui pourrait être une solution pour certains, n'est-ce pas, de bloquer certains sites, ou bien de limiter l'accès à Internet ou l'accès aux informations. Donc gardons-nous de cela, bien évidemment, et ne faisons pas le jeu de ces puissances étrangères qui voudraient justement affaiblir les démocraties.